Merci de nous retrouver sur True TV pour l'actualité. Au sommet de cette édition, carnet d'audience très chargé pour le chef du gouvernement burkinabé, Paul Kaba Thiéba a reçu la chambre consulaire régionale de l'UEMOA, la chambre nationale agricole du Burkina Faso et une délégation de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin. Le point de ces audiences dans un instant. Pendant ce temps en Tunisie, les anciens boycottent les examens du premier trimestre. Ils sont même descendus dans les rues pour réclamer une augmentation de salaire. Bonjour chez vous et bon appétit à vous qui êtes à table. Visitons le carnet d'audience de la journée du 6 décembre de Paul Kaba Thiéba. Le Premier ministre a reçu une délégation de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et une autre de la Chambre nationale agricole du Burkina Faso. Avec le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur le développement de l'industrie dans les pays membres de l'Union et sur les projets de développement dans le domaine de l'agriculture au Burkina Faso. Sylvie Thiamtoré nous fait ici le point. Installée depuis 2018, la troisième mandature de la Chambre nationale d'agriculture du Burkina Faso était à la primature pour présenter au chef du gouvernement les membres du bureau exécutif de l'institution qui représentent les acteurs du monde rural. Des défis sont à relever dans le secteur agricole et ces acteurs de la Chambre agricole ont mis sur pied des projets structurants. Il s'agit entre autres des projets allant dans le sens de l'amélioration des investissements structurants au niveau du secteur, au niveau des exploitations agricoles. Notamment, nous voulons créer des exploitations, des périmètres irrigués au niveau de chaque commune du Burkina pour permettre à ces acteurs d'avoir une multiplicité de campagnes. Aujourd'hui, nous pensons que si nous arrivons à maîtriser les eaux, surtout les eaux souterraines et même les eaux de surface, nous pourrons vraiment améliorer convenablement notre système productif au Burkina. À sa suite, c'est la chambre consulaire régionale de l'UEMOA qui a été reçue en audience par Paul Kaba Thiéba. Au cours de leurs échanges, le chef de la délégation du CCR UEMOA a saisi l'occasion pour faire le point des grandes conclusions issues de sa 18e session ordinaire tenue à Ouagadougou. Conclusions qui ont été de réfléchir sur l'avenir de la chambre consulaire régionale de l'UEMOA et de dégager les perspectives pour les 15 ans à venir en traçant notamment une nouvelle vision de l'institution. Les questions liées à la participation effective au processus d'intégration du secteur privé au niveau de l'Union ont été évoquées. Il y a des efforts qui sont consentis, surtout du côté du secteur privé, pour entreprendre dans le domaine de l'industrialisation. Il faut le reconnaître, il y a quelques difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous devons travailler et ça a été une recommandation que nous avons reçue de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à créer les conditions pour transformer les matières premières de nos États pour créer plus de valeur ajoutée. Et au chef de la délégation d'ajouter que les États membres de l'institution font des efforts dans la levée de certaines barrières pour permettre le développement du secteur privé. Restons à Koulouba avec le Premier ministre burkinabé. Toujours dans la journée du 6 décembre, Paul Kaba Thiéba a accordé une audience à une délégation de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin. On écoute le directeur général de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin à sa sortie d'audience. La réalisation de l'aéroport de Donsin est basée sur un partenariat public-privé. Et dans ce sens, donc, c'est dans la recherche de partenaires privés internationaux que le groupement Meridiam Aéroport de Marseille-Provence a été sélectionné. Et donc aujourd'hui, nous avons eu une séance de travail. Nous avons visité le site de Donsin, Nous avons visité également les installations de l'aéroport de Ouagadougou. Et au terme de nos échanges, nous avons signé un protocole d'accord qui va permettre donc à ce groupement de faire une offre à l'État du Burkina Faso pour la gestion du futur aéroport de Donsin.
Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique a procédé le 6 décembre dernier à l'inauguration du Centre régional de formation Barfoot, collège du Burkina Faso, un centre au profit des femmes du milieu rural dans le domaine de l'énergie solaire. Les précisions de Sylvie Thiemtouré. C'est peut-être par ces femmes que le Burkina Faso sera plus que leader dans le domaine de l'énergie renouvelable dans la sous-région. Et le 6 décembre, le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, avec son collègue de l'énergie, ont procédé à l'inauguration du Centre régional de formation Barfoot, collège du Burkina Faso. La pose de la première pierre a été possible grâce à la convention de partenariat signée entre la direction régionale du programme de microfinance du Fonds pour l'environnement mondial et de Barfoot Collège international en Inde. Cette coopération a débuté par la formation en Inde en septembre 2010 à mars 2011 dans le domaine de l'énergie solaire des 6 femmes burkinabées du milieu rural. Après leur formation en Inde, ces femmes sont revenues au Burkina Faso et avec l'accompagnement financier du ministère en charge de l'environnement, elles ont formé tour à tour au Burkina Faso 4 femmes que l'on appelle grand-mères solaires. En 2015, 7 autres du Zourouégo ont été formées, 18 au total. Elles apporteront leur expertise à ce centre sous-régional qui apporte des réponses à leurs inquiétudes. Nous avons ouvert un centre. Nous avons trop apprécié, on a apprécié le gouvernement parce qu'on a eu une connaissance. On était étonnés même que nous n'allons pas pouvoir maîtriser le travail. À Fada, nous avons électrifié 3 villages. Il y a 3 villages de Fada, 3 villages de Boulsa, 2 villages de Gawa, 1 village de Yako et 1 village de Dédougou. Dans le cadre de l'opérationnalisation de ce centre, un projet dénommé Projet du Centre régional de formation Barfoot a été mis en place avec pour objectif principal de réduire les conséquences environnementales négatives de l'utilisation de l'énergie fossile. Le projet se traduit par 18 grand-mères solaires issus de 18 villages du Burkina Faso et environ 1000 ménages éclairés par l'énergie solaire grâce à leur action. La province du Zourouégo va bénéficier de 350 kits. Le centre profitera à 7 pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Après cette inauguration, le Burkina Faso approchera tous les autres États pour l'opérationnalisation du centre. L'ONG Aflatoum a tenu un atelier de formation et de présentation du programme éducation sociale et financière de l'enfant. C'était le 5 décembre dernier. À travers cette initiative, l'ONG entend inculquer des valeurs aux plus jeunes pour leur permettre de s'épanouir. Les précisions de Abdoulaye Konaté. Partant du constat que la plupart des enfants au Burkina Faso n'ont pas accès à une éducation financière, cet atelier de formation et de présentation du programme sur l'éducation sociale et financière en faveur des partenaires va permettre d'éduquer les enfants de 8 à 18 ans à comprendre leur participation active dans la société, mais aussi leurs responsabilités. Dans nos pays, la plupart de l'éducation se trouve déjà qu'au niveau de la théorie. Donc, partant de ce constat et de la réussite du projet Aflatoum dans plusieurs pays. Donc on a choisi le Burkina avec le CCBF pour développer ce projet-là ici et donner aux enfants les outils nécessaires à l'éducation financière et sociale, qui est une éducation qui vise à les aider à être socialement indépendants et financièrement indépendantes également. Pour la mise en œuvre de ce programme, le cadre de concertation de l'éducation de base CCEB va s'aligner sur la vision de l'ONG Aflatoum à travers des manuels d'apprentissage qui seront adaptés selon le contexte du pays. Le premier travail du CCEB, c'est d'actualiser, d'adapter ces manuels d'apprentissage basés sur la vie sociale et financière de l'enfant. Et à la suite de ça, nous allons identifier au niveau de nos zones d'intervention des formateurs endogènes, c'est-à-dire c'est des gens que nous allons identifier, qu'on va les capaciter pour l'ensemble de l'approche, tous les modules, toute la façon de faire, comment faire l'andragogie pour ce qui concerne les adultes, comment faire l'apprentissage pour ce qui concerne les enfants de bas âge et des jeunes.
Ce programme, qui a une durée d'une année, va concerner 5000 enfants et permettra de mieux communiquer aux enfants l'enthousiasme de se donner le pouvoir social et économique de devenir des agents de changement dans leur propre vie. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et l'ambassade de la France ont organisé un dîner de presse en marge de la première édition du Salon international de la coopération pour le développement CICOD. Une rencontre avec les hommes de médias qui a permis au département ministériel de présenter sa nouvelle plateforme de mise en commun des initiatives de promotion de la jeunesse. On en sait plus avec Sylvie Thiemtouré. Améliorer l'employabilité et la participation citoyenne des jeunes au développement, c'est l'objectif global de Youth Connect Burkina, une plateforme de mise en commun des initiatives de la jeunesse burkinabé. Cette plateforme est une initiative rwandaise adoptée par les chefs d'État de l'Union africaine bénéficiant de l'accompagnement de partenaires techniques et financiers avec en tête le programme des Nations Unies pour le développement. Et pour la représentante résidente du PNUD au Burkina Faso, elle présente des atouts majeurs pour les jeunes. Il y a une bonne partie de jeunes rwandais qui ont su créer des emplois, qui ont su attirer un financement qui venait de l'extérieur, en dehors de Rwanda, mais qui ont plus su partager leur expérience avec les autres jeunes de l'Afrique. Et pour le Burkina Faso, je me réjouis du fait que le Burkina Faso ait intégré ce réseau du Youth Connect, qui est un réseau africain, qui est aussi un réseau qui crée un écosystème africain pour promouvoir la culture d'entrepreneuriat, mais à la fois pour promouvoir des valeurs pour qu'on puisse avoir le vivre ensemble et des valeurs de leadership adaptées à nos contextes. Selon le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, Youth Connect Burkina a été développé autour de 3 composantes afin d'implémenter cette expérience avec succès. Il s'agit notamment de la mise en place d'un programme d'échange interactif. Une des composantes qui doit permettre de mettre une plateforme qui permet de faire des échanges interactifs entre jeunes. La deuxième composante traite d'un processus qui doit nous permettre de mettre en compétition les plans d'affaires, les initiatives, les idées des jeunes à travers tout le pays. La troisième composante, c'est le Burkina Youth Day, qui est une journée qui sera consacrée à des activités visant à mobiliser les jeunes de toutes les différentes communautés qui vont partager un moment ensemble pour réfléchir ou être sensibilisés ou formés autour des problématiques ayant attrait au patriotisme, au civisme et au développement local. Au bout de 3 ans, Youth Connect Burkina envisage de renforcer le patriotisme et la participation citoyenne de plus de 460 000 jeunes, de développer la culture entrepreneuriale de plus de 33 000 jeunes et de renforcer le leadership et le dialogue d'au moins 3 900 jeunes. Hors de chez nous, boycott depuis le lundi dernier des examens du premier trimestre en Tunisie. Des milliers d'enseignants du secondaire sont descendus dans les rues. Ils réclament une augmentation des salaires et des primes. Suivez. À l'appel du syndicat national de l'enseignement secondaire affilié à l'Union générale tunisienne du travail, puissante centrale syndicale, des milliers de manifestants ont défilé à Sfax, la deuxième plus grande ville du pays, à Sidi Bouzid, Kasserine, Médénine et Okef. À Sfax, des milliers d'enseignants se sont rassemblés au centre-ville, criant leur colère notamment contre le ministre de l'Éducation, Hatem Ben Salem, selon un témoin sur place. Parmi les revendications des protestataires figure une hausse de leur salaire, de leurs primes ou encore l'application d'accords conclus avec le gouvernement, concernant notamment la mise en œuvre des promotions. Selon le syndicat enseignant, environ 80% des professeurs du secondaire ont participé au boycott depuis lundi des examens prévus cette semaine pour faire pression sur le gouvernement. Dans un communiqué, le syndicat a par ailleurs accusé Ben Salem d'avoir décidé de déduire illégalement les jours de boycott des enseignants de leur salaire. Via des médias locaux et les réseaux sociaux, les parents d'élèves ont vivement critiqué le boycott des enseignants et les mouvements de protestation qui ne tiennent pas compte selon eux de l'intérêt des élèves. Depuis la révolution de 2011, le secteur de l'éducation a été perturbé à plusieurs reprises en raison de mouvements de protestation des enseignants, entraînant notamment la suspension des cours. La Tunisie est minée par des conflits sociaux et des grèves depuis la révolution qui avaient été largement motivés par la pauvreté.
Restons en Tunisie pour parler du 3e congrès national de lutte contre la corruption. De nombreux efforts ont été réalisés par le gouvernement, selon le président de l'instance nationale de lutte contre la corruption, qui demande toutefois à l'État tunisien de s'investir davantage. On l'écoute. Comme tout bilan, il est mitigé. Il y a bien entendu les aspects positifs, les acquis, qui, il faut le reconnaître, sont assez nombreux. Notamment sur le plan institutionnel et sur le plan législatif. Il y a eu un renforcement assez considérable des moyens, que ce soit de la LUC ou des moyens du pouvoir judiciaire. Je sollicite l'État tunisien à ce qu'il investisse parce qu'on est en train de constater malheureusement que certains de nos partenaires étrangers font beaucoup plus et font davantage que l'État tunisien en la matière. Et là, ça me semble un petit peu, quelque part, même scandaleux. Nous avons fait beaucoup et nous continuons à faire encore, non seulement à travers des textes de loi, mais à travers tout ce qui peut nous permettre de mettre en œuvre ces textes et tout ce qui peut mobiliser les efforts de tous. Ce n'est pas un travail d'un jour, ce n'est pas un travail d'une année, c'est un travail continu, de longue haleine. Il faut de la patience, il faut avoir le souffle pour continuer cet effort. En Côte d'Ivoire, on commémore le 25e anniversaire de la mort de Félix Houphouët-Boigny. Les héritiers politiques de l'ancien président, à 2 ans de la prochaine élection présidentielle, sont divisés. Le climat est délétère, laissant craindre un scrutin à risque. Le pays aujourd'hui est divisé. Après Houphouët, 25 ans après sa mort, la Côte d'Ivoire est en train de... Alors, il faut trouver une solution. Il faut chercher à trouver une solution. Ouattara et Bédié, c'est leur problème. Hein? C'est leur problème. Les deux ont été présidents. Donc ils savent que pour être président, ce n'est pas facile. Il faut savoir pardonner et il faut savoir être rassembleur. Ne pas diviser les gens. C'est quelqu'un qui a beaucoup bataillé pour la Côte d'Ivoire, Il a été le pilier même de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Et puis la justice zambienne autorise Edgar Lungu à se représenter en 2021 à la présidentielle, une décision célébrée par les partisans du président en exercice après avoir terminé le mandat de l'ancien président Michael Sata, décédé en 2015. Edgar Lungu a remporté un mandat à part entière et c'était en 2016. La Cour constitutionnelle zambienne a jugé que l'actuel président du pays, Edgar Lungu, pourrait briguer un nouveau mandat en 2021, écartant les arguments de l'opposition qui estimait qu'il aurait alors déjà accompli 2 mandats. La loi fondamentale de Zambie stipule que le chef de l'État peut briguer 2 mandats de 5 ans. Edgar Lungu a été élu une première fois en 2015 pour succéder à Michel Sata, décédé dans l'exercice de ses fonctions en 2014, soit 2 ans avant la fin normale de son mandat. Il a ensuite été réélu en 2016 au terme d'un scrutin très serré. Lungu a exprimé depuis sa volonté de se représenter en 2021 au motif qu'il n'a pas accompli 2 mandats complets. Ses rivaux ont vivement contesté son interprétation. Les 7 juges de la Cour lui ont finalement donné raison. Le mandat présidentiel accompli du 27 janvier 2015 au 13 septembre 2016 ne peut pas être considéré comme complet, a tranché le juge Hilda Chibonda. Cet arrêt a été bruyamment salué par des centaines de partisans du parti au pouvoir, le Front Patriotique PF, qui s'étaient rassemblés devant le tribunal. J'espère que cette décision va mettre un terme au débat, a souhaité le secrétaire général du PF. C'est une victoire pour Lungu, une victoire pour le PF et une victoire pour l'ensemble du peuple de Zambie, a-t-il ajouté. Depuis sa réélection, le chef de l'État est régulièrement accusé de dérive autoritaire. Il a essuyé de vives critiques l'an dernier en faisant emprisonner son principal rival Hichilema. Impact sur les migrations, l'ONU est confiante sur les résultats escomptés. Il s'agit du pacte mondial sur les migrations qui doit être adopté lundi à Marrakech au Maroc, malgré le retrait de certains pays et les campagnes virulentes de désinformation. On écoute. Tout à fait, très confiante. Les États sont en très grand nombre, continuent de tenir parole. Ils se sont entendus le 13 juillet à New York après des négociations
sérieuse, très intense, où les pays qui se désengagent aujourd'hui de ce processus avaient quand même obtenu des concessions de leurs partenaires pendant les négociations. Je dois vous avouer que je trouve ça un peu surprenant. La conversation sur la migration pendant très longtemps a toujours été très préoccupé par ces aspects négatifs. Dans les médias, dans beaucoup de conversations, il y avait une perception plutôt négative de la migration. Beaucoup d'emphase sur la migration irrégulière. On parlait de migrants illégaux. Alors, ce processus aux Nations Unies, en fait, a contribué beaucoup à rétablir un équilibre pour souligner en partie ces aspects positifs. On revoit maintenant faire surface ce langage, dans certains cas xénophobe, dans d'autres cas, en fait, qui expriment des préoccupations tout à fait légitimes. Et beaucoup des attaques qu'on voit dans les médias sociaux, même dans les médias en général, à mon avis, les attaques sur le pacte lui-même sont ou bien basées sur une très mauvaise compréhension du texte, il faut le lire quand même, c'est un texte qui est long, qui est très détaillé, alors ou bien c'est basé sur l'ignorance, ou très honnêtement sur la mauvaise foi. Parce que quand on entend répéter constamment que ce pacte porte atteinte à la souveraineté des États, il faut vraiment se demander quels documents ils ont lus. Le pacte exprime de façon explicite que la souveraineté des États, c'est la pierre angulaire des politiques migratoires. Les choses se dessinent lentement en Libye. Un référendum sur la Constitution pourrait avoir lieu en fin février 2019 si les conditions de sécurité sont réunies, annonce faite par le président de la Haute Commission nationale électorale. Il est impossible d'organiser un référendum sur le projet de constitution vers fin février 2019, a indiqué Imed Al-Sayeh, président de la Haute Commission nationale électorale basée à Tripoli dans une conférence de presse. La première condition requise a été remplie avec l'adoption d'une loi sur le référendum par le Parlement élu et basée dans l'est du pays, même si elle est incomplète et imparfaite, a indiqué Sayeh. Concernant un accord politique, le soutien des partis pour la Commission n'est pas clair pour l'application de cette loi et l'organisation du référendum. Quand la loi a été adoptée, nous n'avons reçu aucun soutien de la part des partis politiques afin de mettre en place un processus d'application. Il a toutefois précisé que le compte de la Commission était dans le rouge alors qu'elle avait besoin de 40 millions de dinars, environ 30 millions de dollars pour mener à bien l'opération électorale. Nous estimons que cela aura lieu dans la première moitié de janvier et se terminera fin février et je pense que le jour du vote se tiendra vers fin février. L'organisation du référendum dépendra également de conditions de sécurité, un défi majeur selon Sayeh. Devenu un repère pour les djihadistes, le pays est miné par le chaos et les violences depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La commission électorale avait été frappée en mai dernier par un attentat meurtrier revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. 14 personnes ont été tuées dans l'attaque, dont 9 employés de cette instance. Et puis avant de refermer ce journal, selon Margot Vidal, le référendum est l'outil politique des sans-voix. C'est la souveraineté populaire dans sa définition la plus pure. C'est cette citation qui met fin à cette édition. Bon week-end à tous.